Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ici aux Voix d'Orléans pour cette rencontre autour du sport féminin et son traitement dans les médias. En 2020, seulement 18% des retransmissions sportives télévisuelles sont consacrées aux femmes. C'était 7% en 2012. Il y a un peu de mieux. Pourtant, au JO, les femmes sont parfois celles qui remportent le plus de médailles. Aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple, 15 médailles sur les 25 obtenues par la délégation française étaient féminines. Voici nos invités que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour Sandy Montagnola. Prenez le micro, oui. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 1 en sciences de l'information et de la communication, experte sur les questions du genre et des inégalités entre les hommes et les femmes. Patrick Chevalier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes producteur, vous, de documentaires. Vous avez produit notamment Sportive, le parcours médiatique des combattantes, un film qui sera d'ailleurs diffusé demain, je crois. Hein, oui, à 15h, au cinéma Les Carmes. Ouais, on va en parler avant, ne vous inquiétez pas. Bonjour Marine Romzin. Bonjour. Comment allez-vous Marine? Au mieux, et vous? Oui, ça va. Écoutez, on a discuté depuis, on s'est vu à 16h, donc on a eu le temps de préparer. Vous êtes consultante, experte sur les questions d'inégalité dans le sport. Bonjour Lauriane Keller. Bonjour. Vous représentez les éditions Les Sportives, qui ont créé notamment le premier magazine de sport consacré au sport féminin. Alors, créer un nouveau média, c'est toujours compliqué. J'imagine qu'un magazine sur les femmes sportives, ça a été encore plus compliqué ou pas? Oui, alors c'est Aurélie Bresson qui a créé le magazine en 2016, en fonds propres. Et effectivement, ça n'a pas été tout le temps un chemin simple, mais on continue et le prochain sort en juin. Très bien. Alors, vous avez des éditions aussi régionales aujourd'hui? Alors, on a sorti le premier magazine territorial en janvier, à l'issue des États généraux du sport féminin qui se sont déroulés à Bourges. On espère en sortir un autre. Effectivement, c'est plutôt intéressant d'aller au plus près du territoire en faisant des reportages, des portraits de ce qui se passe au plus près, donc de clubs amateurs, des initiatives, des sportifs de haut niveau de la région. Patrick Chevalier, alors vous êtes beaucoup à interroger, vous, sur l'exposition médiatique des femmes dans le sport. Avec ce film que vous avez produit, il est expliqué que pour trouver des sponsors, c'est plus difficile pour une sportive que pour un sportif. Et les sponsors, évidemment, ça dépend de l'exposition médiatique. Oui, alors c'est très compliqué, c'est même très compliqué, je dirais, uniquement pour produire le film. Il faut savoir que quand on est parti, aucun diffuseur n'était intéressé pour parler du sport au féminin. Voilà, donc dans les témoignages que l'on a dans le film, il y a un certain nombre de sportifs qui disent les problématiques qu'elles ont rencontrées, qu'elles soient dans des sports connus ou d'autres moins connus, mais c'est une vraie problématique un peu plus importante encore que pour les garçons. Sandy Montagnola, vous qui avez exploré la question du genre dans le livre Genre et journalisme paru aux éditions de Bock, vous avez pointé les discriminations dans le monde du sport. Le mot est fort, mais c'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit de discrimination. Oui, effectivement. Déjà, on peut souligner que c'est parmi les secteurs journalistiques, le secteur qui reste le plus masculin, enfin parmi les plus masculins, avec l'économie, avec la politique. Et donc, c'est un secteur qui reste de fait très masculin, donc il y a peu de femmes. Et quand elles intègrent ce domaine, en fait, à nouveau, on a des discriminations dans les types de sports qu'elles vont couvrir, dans les types d'événements auxquels elles vont avoir accès. Donc, en fait, même dans cette discrimination, on va dire qu'on a plein de répartitions un peu genrées dans ce domaine. À chaque fois. À chaque fois, et en fait, toutes les étapes, on va dire, les femmes redoublent en fait de discrimination. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, ça ne s'améliore pas. C'est ça, et je pense que c'est important on a l'impression qu'il y a un progrès constant, et on l'entend beaucoup, et c'est vrai que les journalistes aiment beaucoup nous dire, mais en fait, ça avance quand même, ça progresse, est-ce qu'il y a des évolutions? Non, mais c'est vraiment, je pense que c'est un discours qui est constant et qui consisterait un peu à dire, finalement, en fait, pourquoi on parle encore de ça? Parce qu'il y a des femmes partout, parce qu'on est à quasiment 50% de cartes de presse en France, donc on pourrait se dire, effectivement, il y a maintenant une moitié on va dire, de la population journalistique composée de femmes, et en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment une répartition qui
qui est très genrée. Donc oui, on arrive à une répartition de 50-50, mais en fait, cette répartition, elle se fait de façon en fait, pas du tout homogène dans les médias, et puis au poste à responsabilité. Enfin, voilà, donc ça s'améliore un peu, on peut dire en termes de chiffres, mais on voit que finalement, il y a pas. Si on donne des chiffres pour le sport, ça reste 15% de femmes parmi les journalistes de sport, donc c'est en fait très peu, et surtout il n'y a pas eu de progrès constant alors qu'on a eu ces progrès dans les autres secteurs. Donc ça montre des résistances, sinon on aurait une féminisation de ce secteur-là, comme ça a été le cas pour les autres en fait. Alors ce que je disais à Cindy tout à l'heure, c'est qu'effectivement on a l'impression en représentation à l'antenne qu'il y a plus de femmes. Alors, ce n'est pas une impression parce que c'est vrai qu'on en voit plus. La directrice des sports de Radio France, pour parler de ma paroisse, est une femme, Nathalie Yanetta. À la télévision aussi, notamment pendant la Coupe du Monde, on a vu beaucoup de femmes commenter ou même co-présenter des émissions. Donc on se dit que ça va mieux, mais en fait non, parce que quelque part, de l'autre côté, ça baisse. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer ? C'est ça. En fait, ça fait partie de cette répartition qu'on aborde. C'est qu'effectivement, parmi ces 15%, il y a beaucoup de femmes qui sont à la télé, donc un peu plus de 46%, ce qui est en fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'on a l'impression d'en voir. Si on regarde dans la presse, il y en a déjà beaucoup moins. En presse quotidienne, il y en a moins aussi. On va les trouver plus dans de la presse spécialisée. Donc il y a cette répartition. Et puis de fait, et là, les études assez récentes, y compris à l'ARCOM, ont montré que quand les femmes sont présentes, on va les mettre plutôt à l'antenne, où donc on a une valorisation très différente. Si on regarde les JRI, par exemple, qui vont aller tourner les images, qui ont une importance incroyable sur le choix en fait, de ce qu'on va montrer à l'antenne, eh bien là, en fait, il y a très, très peu de femmes. Si on prend des positions annexes, par exemple, les monteurs, parce que là aussi, en fait, qui ont un poids très important dans la sélection des images, eh bien là aussi, on va trouver encore en écrasante majorité des hommes. Donc oui, en fait, ça se voit. Il y a des femmes qui sont présentes et on pourrait avoir l'impression que ça s'est grandement féminisé, mais en fait, c'est pas le cas. Bien. C'est pas encourageant. Marine Romezin, il y a longtemps eu un mode de fonctionnement dans les rédactions qui rendait invisibles justement les femmes, n'apparaissait jamais à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? On a pris conscience ? Comment vous l'analysez, vous, en tant qu'experte ? Alors, sur les rédactions, je pense qu'il vaudrait mieux laisser parler les journalistes. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la question des dirigeantes du coup, des fédérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes répartitions que Sandy a expliqué tout à l'heure. On a en fait une surreprésentation des femmes qui vont être en fait dans les secrétariats généraux. Vous allez voir des batteries entières de secrétariats généraux et vous n'allez pas avoir les présidentes. Donc, c'est vraiment le parallèle qui peut être fait dans les instances sportives avec les médias sportifs, où en fait, à partir du moment où on va avoir des éléments de pouvoir, des éléments de rétribution symbolique, financière ou médiatique, qui, à mon avis, on peut faire le parallèle avec des rédactions sportives, et ben on va retrouver des hommes, on va retrouver, disons, l'attrait de la médaille et donc des enjeux de pouvoir. Donc on peut vraiment faire ce parallèle sur, en fait, a priori, tous les endroits de pouvoir et donc le mouvement sportif, la médaille sportive, où on a une ségrégation verticale, on appelle ça en sciences sociales, de la répartition. Lauriane Keller, vous travaillez même avec les fédérations, avec les ligues, là, aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre collègue ? Oui, effectivement, il n'y a pas énormément de femmes présidentes. Sur la région, sur une 60aine de ligues sportives, on doit être, si je ne me trompe pas, à 16. C'est toujours 16. Maintenant, il faut que ça soit beaucoup plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes compétentes pour être présidentes. Après, il faut qu'elles puissent avoir accès et qu'elles se donnent les moyens aussi d'avoir ce poste à responsabilité, au lieu effectivement d'être toujours secrétaire ou trésorière. On a ces femmes-là. Maintenant, oui, c'est ça, c'est le pouvoir de décision, Patrick Chevalier. Hein, c'est ça dont on parlait aussi tout à l'heure quand on préparait. Pour rebondir par rapport à ça, je ferai un petit rappel sur la loi qui a été votée en février 2022 et qui va parler de parité. Je crois que c'est une étape importante. Des postes de présidente, oui, c'est sûr, mais la parité aussi, c'est important pour qu'on puisse avoir des conseils d'administration où il y ait autant d'hommes que de femmes pour pouvoir, je dirais, faire avancer et développer le sport féminin, mais aussi la mixité. Effectivement, sur la loi, donc pour 2024, donc demain, il faut que les instances fédérales soient à parité. Et 2028, après, sur les régions et les départements. Donc ça arrive très vite.
Bon, voilà, le traitement du sport dans les médias, en tout cas, est inégal, on a bien compris. Lors de la dernière Coupe du Monde de football sur RDS, la chaîne phare des sports du Québec, c'était 2 femmes, justement, qui animaient les émissions quotidiennes entre les matchs. Il y avait même des femmes commentatrices de matchs. Mais il faut savoir qu'au Québec, le soccer n'est pas un sport très populaire chez les garçons, puisque ce sont plutôt des femmes qui jouent au soccer, les garçons allant plus facilement vers le football américain ou le hockey, bien plus rude d'ailleurs physiquement. Donc du coup, comme le hockey est réservé aux hommes, quand vous allez au Canada, à Montréal, et que vous avez dans tous les bars effectivement ces matchs qui sont diffusés, ce sont toujours des hommes qui présentent. Et donc là, c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit le football qui est porté par les femmes, on se dit que encore une fois, il y a une question de genre. Parce que c'est pas un hasard si les femmes au Québec commentent le foot. C'est pas un effort. Oui, tout à fait, parce que on le voit bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire un reportage avec des jeunes là-bas. C'est vrai que les filles s'orientent sur le foot parce que les garçons vont sur le hockey ou sur le foot américain. Et donc, il y a une disproportion, puisque le club que j'avais rencontré, 80% de ceux qui jouent au foot, 80% c'était des filles et des femmes, donc 20% de garçons. Donc on a carrément l'inverse. Mais bon, encore une fois, je dis ça s'explique parce que les garçons, ils vont plutôt sur le hockey, parce que le hockey c'est aussi professionnel, comme le foot américain c'est professionnel. Alors il y a une équipe de hockey au Canada, mais on n'en parle pas. Ça n'existe quasiment pas. Pardon ? Non, au Canada. Il y a plein d'équipes de hockey au Canada. Oui, féminines, oui. Mais dont on parle beaucoup moins que pour les hommes. C'est un peu comme l'exemple du foot en France, non ? On peut comparer ou pas ? En fait, le hockey est un sport national là-bas, c'est le sport de référence. Ce qui est certain, c'est que pour le foot, ça a été dit notamment dans la conférence tout à l'heure, aux États-Unis, le soccer est féminin. Donc à partir du moment où vous avez les rôles modèles, vous avez les socialisations qui incitent très petites les jeunes filles à faire tel sport et non pas tel sport, elles vont toutes faire du soccer féminin. Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça va se retrouver dans les présentatrices, dans les entraîneurs, où ça va être beaucoup plus simple en fait, d'avoir cet accès-là. Après, le plafond de verre pour les hockeyeuses canadiennes doit être aussi bien plus important, même si, alors je ne suis pas expert sur les questions du hockey, mais je crois qu'elles ont été championnes olympiques à plusieurs reprises, qu'elles ont des grandes stars absolument internationales, et que elles arrivent à tenir tête et à se faire leur place aussi. Mais il nous faudrait des experts du hockey canadien pour confirmer ça. Je n'ai pas les noms en tête. Bon, la question taboue, évidemment, que beaucoup se posent, notamment dans les médias, par rapport à l'exposition du sport féminin dans les médias, c'est existe-t-il des sports pour les hommes, existe-t-il des sports pour les garçons ? Alors, pour les hommes, on pense évidemment au foot, au rugby, par exemple. Pour les filles, le patinage artistique. Est-ce qu'on en est là encore aujourd'hui, Sandy ? Si on se pose la question des choix qui sont faits par les chaînes, oui, on en est là, parce que de fait, il existe des choix au sein des rédactions pour essayer de coller avec une attente, mais qui est une attente, et c'est important de le préciser, qui est une attente imaginée, en fait, parce qu'on voit bien que, et là aussi c'est un élément qui est intéressant, à chaque événement de grande ampleur, on se pose la question de, en fait, est-ce que ça va fonctionner et est-ce qu'on va pouvoir prouver qu'il y a un intérêt pour le sport féminin. Et je pense que prendre sous cet angle-là, c'est vraiment une erreur, parce qu'il y a un premier élément qui est de dire que la question, c'est pas de savoir si on a besoin d'intéresser ou besoin de prouver, c'est encore de demander aux femmes de prouver quelque chose, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles montrent qu'elles peuvent intéresser. En fait, elles l'ont prouvé plein de fois. En fait, on arrive avec plein de clubs et plein de sports différents, on va dire, à faire des salles combles ou avoir des audiences qui sont énormes. Et en fait, ça suffit jamais. Et le deuxième élément, c'est de se dire, en fait, à partir de quel moment on se dit qu'il faut encore prouver que des femmes pourraient intéresser une audience. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi juste une question d'égalité. En fait. Donc, on pourrait aussi poser la question complètement différemment. Alors que journalistiquement, on a quand même l'impression, et par exemple, la dernière Coupe du Monde en était un très bon exemple, de dire on va recevoir cette Coupe du Monde, et si ça fonctionne, les chaînes vont peut-être investir, elles vont peut-être... Et donc ça veut dire à chaque fois on présente, sauf qu'en fait ça a été le cas pour plein de sports. On se pose la question aussi au JO, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens ont envie de voir des femmes faire tel ou tel sport. Je pense que c'est une question qui est... C'est ce qu'on a fait avec la Coupe du Monde de foot féminin. C'est que quand vous dites, à chaque fois on demande aux femmes de prouver quelque chose, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça m'amène à une question pour vous quatre.
est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que ce choix stratégique de miser sur le football, sur la Coupe du Monde, pour valoriser le sport féminin, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Parce qu'au final, ben voilà, il y a toujours ces histoires de misogynes avec des gens qui vous diront toujours que le foot a été créé par des hommes pour des hommes. Donc c'est peut-être pas le bon sport sur lequel il faut insister. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pose la question. Hein. Oui, allez-y. Lauriane. Par rapport à l'été dernier, par exemple, nous, sur les meilleurs chiffres que l'on a fait en un an, c'est l'Euro féminin et le Tour de France féminin. En une semaine, on a fait plus d'1 million de vues, ce qui est impressionnant. Plus d'1 million de vues sur ces deux événements qui étaient à quelques jours d'intervalle et tous les articles ont passionné. Donc, il y a de la demande. Je ne pense pas qu'il y ait plus un sport qu'un autre sur lequel il faut se pencher, mais effectivement, ils sont comme vous disiez, s'il n'y a pas de résultat, ils veulent moins de visibilité. Le handball, il y a eu plus de visibilité parce qu'elles ont commencé à gagner. Elles ont gagné, oui. En 99 notamment, hein, ça a été. Alors, elles ont gagné parce que aussi il y a eu de la pression, parce que les garçons n'arrêtaient pas de gagner. Ils se sont dit, les filles, et les filles ont gagné et elles n'arrêtent pas d'être à chaque fois dans le dernier carré, voire en finale, comme le dernier championnat au mois de novembre où elles étaient en finale. On a diffusé que la finale. Mais toujours. C'est ce qui s'est passé en 99. On a diffusé la finale. On a même retardé une émission, je crois, avec Michel Drucker. Pardon Michel Drucker. Voilà. Et donc, du coup, ça a fait sensation à ce moment-là. Elles ont rassemblé 12 millions de téléspectateurs. Et on s'est dit, finalement, ça peut marcher. Oui. Sauf qu'à chaque fois, c'est le dernier carré, c'est-à-dire demi-finale, finale. C'est ça, exactement. Comme le basket, c'est dommage. Bon, pour revenir à l'histoire du foot, Patrick Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez moi, je veux dire... Non, vous par rapport à la Coupe du Monde. Sinon, on s'en sort pas. Par rapport à la Coupe du Monde, il faut savoir quand même que la prochaine Coupe du Monde, qui a lieu en Australie, il n'y a pas de diffuseur. Voilà, pour l'instant, oui, c'est ça. Voilà, ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de diffuseur en France. Il n'y a pas de diffuseur en France. Juste pour revenir sur le handball, il y a quand même quelque chose de différent, c'est qu'on a une fédération où il y a une parité et que les garçons et les filles bénéficient des mêmes conditions, des mêmes sponsors et ils bénéficient des aides, des primes. Voilà. Ça, il faut le savoir. Ce qui n'existe pas ni dans le foot ni dans le rugby. A-t-on eu raison de miser sur le foot féminin ? Jusqu'à laisser dire dans certains médias que le foot féminin, ça n'intéresse pas, on n'a pas envie de voir des filles jouer au foot. Il y en a qui ont dit ça. Le foot. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais c'est faux que ça n'intéresse pas. Ah non, mais je ne prends pas position. Je répète ce que disent certains. Le foot féminin intéresse énormément. Si on voit en Espagne ou en Angleterre, ça explose les records. Oui, dans ces pays-là, mais en France, est-ce qu'on a eu... Allez-y, oui. En fait, c'est la question de comment est-ce qu'on le montre, comment est-ce qu'on le valorise. Il y a la question en ce moment de la D1 française en ce moment, qui fait des audiences pas terribles. Non. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à la D1 française sur Canal+, qui du coup a acheté les droits pour une bouchée de pain. La FFF a vendu les droits pour une bouchée de pain et donc n'investit pas. Donc ne respecte pas du coup les filles en fait. Et il y a une caméra et demie, il y a de la pluie dessus. Il est impossible de suivre ce match-là. Et donc à partir du moment où on ne met pas des moyens financiers, on ne valorise pas, on ne respecte pas le jeu qui par ailleurs se joue sur des champs de patates, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a aucune chance en fait que ce soit intéressant et qu'on intéresse les gens. Donc c'est surtout cet élément-là qu'il faut regarder. Après, pour rebondir sur, effectivement, il y aura toujours des détracteurs. Le sexisme est encore prégnant dans notre société. Il y a des personnes qui, effectivement, sont contre le fait que les femmes soient dans l'espace public, que les femmes pratiquent le sport ou que les femmes soient même au travail. Mais ça, c'est un travail de fond. Le sexisme existe effectivement et il y a des effets de bord qui font que les sexistes s'expriment. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Mais Sandy Montanella disait quelque chose de très juste tout à l'heure quand on préparait, c'est que, effectivement, je savais pas, j'avais pas remarqué, c'est que les moyens techniques pour filmer le foot masculin et le foot féminin, là ça s'est un petit peu ajusté, mais avant ce n'était pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on pouvait filmer du foot avec 2 caméras. Et vous expliquez que c'est pas la même dynamique, ce ne sont pas les mêmes mouvements. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça joue plus lentement, par exemple.
Mais c'est vrai, c'est encore vrai pour plein d'autres sports, parce qu'effectivement, dans ce qu'on voit là, le fait de est-ce que ça plaît ou pas, bon, même si la question, enfin voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense enfin voilà, pose problème pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que les journalistes le médiatisent, et c'est important de le dire quand même, le médiatisent toujours sous cet angle-là, et ça fait que par exemple la Coupe du Monde, moi j'ai travaillé sur les premiers championnats du monde de boxe par exemple, et au lieu de parler des comptes rendus de combats comme on le trouvait pour Mayar Manchipour, Brahim Asloum par exemple, Myriam Lamar, qui était la championne du monde de boxe, elle était plutôt dans une rubrique société, sociale, événements, pour dire c'est des femmes et elles boxent. Et donc on pourrait dire bon ça fonctionne parce que c'est des pionnières. Et en fait on se rend compte, plusieurs travaux de recherche ont montré qu'en sport, pour les femmes, les pionnières, on les présente toujours comme des pionnières. Donc en fait, il n'y a, j'ai envie de dire, que des pionnières. Oui, oui. Et la façon de montrer sur les... enfin là, en l'occurrence, pour la façon de le médiatiser, et encore plus pour du sport collectif comme le foot, si on n'a pas le même nombre de caméras, si on n'a pas des monteurs ou monteuses qui travaillent de la même façon, si on n'a pas un quart régie sur place, parce que tout ça, ça demande des moyens, bah oui, effectivement, on a un montage qui est moins rythmé, donc on a l'impression qu'elles vont courir moins vite, on a l'impression que le jeu est différent. Après, c'est aussi une mauvaise question dans le sens où à partir du moment où elles n'ont pas les mêmes conditions de travail, qu'elles n'ont pas de staff et qu'elles travaillent à côté, il y a tous ces éléments-là. C'est vraiment un écosystème à prendre en compte, quoi. Comment vous expliquez que c'est plus difficile pour les sports collectifs, le sport féminin à la télévision, dans les médias, que pour les autres sports? C'est quoi le blocage? Parce qu'il y a un blocage là-dessus, non? Marine Rose. Non, il y a aussi beaucoup de difficultés. Les femmes sportives en général ont des barrières, des difficultés, des inégalités. Là, peut-être que vous faites référence au fait qu'on a encore plus de barrières sur les sports dits masculins. Donc le football, le rugby, qui sont du coup dans l'imaginaire collectif des incubateurs de virilité. Sur lesquels en fait pas jusque là mais oui. si vraiment hein, on peut le dire jusque là où en fait la performance sportive, la musculature permet aux hommes en fait en socialisation d'être entre hommes et de se construire entre hommes, et ça se joue sur une hiérarchie sur laquelle la virilité est basée, qui est la domination des hommes sur les femmes, et c'est le sport comme l'armée et cet incubateur de virilité là qui fait que les femmes ont eu beaucoup plus de mal à se faire leur place. Historiquement, elles ont été exclues, rejetées et interdites de faire ces sports-là, parce qu'à l'origine, le sport moderne, Pierre de Coubertin, a créé le sport pour fabriquer des hommes avant tout. Et en fait, les femmes étaient autorisées à faire du sport qu'à partir du moment où c'était pour l'esthétique et pour le fait de procréer. Donc on était sur des sports très doux, où en gros elles avaient le droit de lever la jambe et de lever le bras et de faire des éléments un peu gymniques. Mais à partir du moment où il y avait du contact, elles n'avaient pas le droit de pratiquer, mais littéralement pas le droit de pratiquer. Donc je pense que peut-être que c'est ce à quoi vous faites référence. Bien sûr, Et donc il est d'autant plus difficile pour les femmes d'intégrer des sports dits masculins et donc collectifs comme le football, le rugby. Et du coup, ça se répercute dans la projection médiatique. Exactement. C'est dans l'inconscient collectif, en fait. Et sur la manière... Oui, c'est des constructions, et aussi dans la manière dont elles sont filmées. Parce que, alors après, c'est pas forcément général, mais elles vont être beaucoup plus filmées sur l'esthétique, et elles vont avoir beaucoup plus d'injonctions à être belles. Et on avait des footballeuses qui, du coup, se sentaient obligées de se maquiller. Ah bon voilà, mais ça, c'est Mélissa Plaza qui je sais pas si elle est dans la salle là, mais qui en parle très bien sur le fait que, à partir du moment où on est sur un terrain de foot, il y a cette injonction à rester une femme, à rester féminine et à rester dans les normes de genre. Bon, en même temps, Griezmann se teint les cheveux en rose, donc. Oui, mais il est extrêmement stigmatisé. Je sais pas si. Non, mais c'est très intéressant parce que le moment où il a re-signé à l'Atlético, Antoine Griezmann avait les cheveux longs et les réseaux sociaux entiers étaient là. Si tu signes, tu te coupes les cheveux. Antoine Griezmann s'est coupé les cheveux à partir du moment où il a signé à l'Atlético. Donc les normes de genre sont vraies pour les hommes et pour les femmes. Ouais. C'est toujours sérieux avec vous, c'est parfait. Je voulais faire une blague sur Griezmann, mais Patrick Chevalier, est-ce qu'on peut dire une chose à propos d'un sport qui a peut-être réussi là où d'autres ont échoué? Le tennis, par exemple. Le tennis qui a réussi grâce notamment à Roland Garros à équilibrer les dotations. C'est la même dotation, c'est 2,2 millions d'euros pour le vainqueur de Roland Garros, femmes et hommes. Ils touchent la même chose. Le tennis aussi, voilà, c'est un sport... Tout le monde, ça ne choque personne de voir des femmes jouer au tennis, et on regarde les matchs de tennis féminin.
Oui, on regarde. Il n'y a pas de sujet, en fait, là-dessus. Pour revenir sur la prime, il n'y a pas si longtemps que ça que oui, il y a 3-4 ans. Les garçons et les filles à Roland-Garros sont les mêmes. Oui. Wimbledon l'avait déjà fait bien c'est avant. récent. Oui. Voilà. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, si on prend le journal L'Équipe, par exemple, si on parle de tennis, on va parler plutôt des performances d'Alcaraz, de Medvedev. Et puis un peu moins, on va parler de Caroline Garcia quand elle gagne, mais dès qu'elle parle, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Voilà, la preuve, c'est qu'elle a été éliminée très rapidement du deuxième tournoi. On n'a rien dit. On a simplement dit, ah ouais, mais peut-être qu'elle n'est pas très bien, elle ne solidifie pas son partenariat. Enfin bref, on lui trouve toujours quelque chose. Je voudrais, par rapport à la médiatisation des sportifs. Dans le film que vous avez vu, au moment, Sarah, qui a été médaillée d'argent en boxe à Rio, le dit très bien. Les médias vont s'intéresser à elle. Pourquoi ? Par rapport à son histoire, par rapport à sa situation, parce qu'elle est maman, parce que ceci ou cela. Avant de voir la performance, on va d'abord voir sa situation qu'elle a dans la vie au courant. Et ça, c'est le cas que l'on rencontre. Oui, il est dit dans le film d'ailleurs que quand Florence Artaud gagne la Route du Rhum, on dit que c'est une femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de raconter une histoire. Et c'est vrai qu'il y a des experts en médias, je ne sais pas si on peut les appeler experts, mais en tout cas, ils se présentent comme ça, qui disent que pour valoriser le sport féminin à la télévision, dans l'audiovisuel, on va dire, il faut raconter une histoire. C'est complètement réducteur, ça. On ne fait pas ça avec les hommes. Bon, on l'a fait avec certains, mais ce n'est pas systématique. Oui, mais regardez, à certains moments, il y a eu des affiches de fête. Quand on présentait un match de ceci ou cela, on présente la femme en tenue maillot et short, et puis au pied, elle n'a pas des baskets, elle a des talons aiguilles. Bon, je ne savais pas que les femmes jouaient au sport en mettant des talons aiguilles. Bon, enfin bon, voilà. Mais voilà des représentations qui sont faites. On a fait la même chose sur plein de sports. Donc on présente à chaque fois l'esthétique. Voilà, c'est l'importance de l'esthétique qui prime chez la femme avant même la performance. Lauriane Keller ? Oui, par rapport à ce que vous disiez sur le tennis, il y a les performances, mais ça a été difficile au départ. Serena Williams, Amélie Mauresmo, on a plus parlé de leur musculature en disant mais ce sont des femmes ou pas, elles sont trop musclées, elles ressemblent à des hommes. Et avant elle, il y avait Chris Evert. Et à force d'avoir des performances, ça s'est gommé, mais il faut que les femmes prouvent beaucoup plus pour avoir de l'intérêt sur la performance sportive au lieu de leur histoire personnelle. Et c'est un peu ça qui est dérangeant, alors que pour les hommes, les joueurs, on ne passe pas par ce chemin-là. Et il faut absolument qu'on arrive à gommer ça. Sur la diffusion, la médiatisation, au JO par exemple, malheureusement, on diffuse plus du beach volley que par exemple, on va dire une équipe de France dans un autre sport, parce que ça va pas être très attrayant de voir. Je vais prendre du hockey, parce qu'au beach volley, elles sont moins habillées, donc ça fait plus d'audience, mais pas pour la performance sportive, malheureusement. Vous pensez qu'on en est encore là ? Ah oui. Je peux compléter sur le beach volley. Ramsay, oui. Sur le beach volley, l'équipe norvégienne est en conflit avec la fédération, parce qu'elles ont... Non, le beach handball. Ah, c'est avec le beach handball où elles ont fait... Ok, mais en tout cas sur le beach volley, on est sur les mêmes sports, parce que c'est l'enjeu du sexy. En fait, les joueuses, elles sont en bikini extrêmement serré, avec des brassières extrêmement courtes. C'est pas très pratique pour pratiquer un sport. Elles ont demandé à avoir des shorts comme leur homologue masculin. Ça a été refusé par la fédération, qui, dans les codes qu'elles doivent suivre, il y a le nombre de centimètres du bikini, en fait. Et ça a été refusé. Ouais, donc c'est pour compléter un petit peu ce que... Oui, c'est ça. Sur l'Euro 2021, la fédération norvégienne n'avait pas le droit, parce que la fédération européenne mettait des règlements, des codes vestimentaires. Donc elles ont joué en short, donc elles ont eu une amende. Elles ont eu des sanctions financières parce qu'elles n'étaient pas en bikini. Donc il y a eu débat, et ça y est, maintenant elles peuvent jouer en short. Mais elles ont dû passer par une amende pour pouvoir protester. Parce qu'effectivement, les garçons sur du beach, volley, hand ou peu importe, ils ont des shorts très longs, ils ont des t-shirts, et les filles, elles n'ont quasiment pas de tissu. Sandy Montagnola, les Jeux Olympiques. La retransmission des Jeux Olympiques à la télévision, est-ce équitable ? Parce que là encore, je vais vous faire ma question de journaliste, comme vous dites, on a l'impression que c'est largement équitable. Sauf que c'est pas tout à fait vrai.
Bah non, pour une là, raison bien précise. On est en fait sur les JO, ça pourrait être c'est un bon exercice pour nous, en tout cas en tant que chercheurs. Ça nous sert de laboratoire un peu d'analyse, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir sur une même période, dans un même lieu, des sports qui sont pratiqués par les hommes et par les femmes, et donc ça permet de voir cette médiatisation. C'est les tests qu'on a fait, par exemple, c'est ce que j'ai fait moi dans ma thèse sur l'athlétisme, et si on regarde en fait, donc on pourrait avoir une médiatisation qui serait de fait complètement équitable, et ce qu'on voit, c'est que pas du tout. Si on prend, alors je vais parler de la presse parce qu'on a parlé beaucoup de télé, et la télé c'est très différent parce que ce qu'on a mentionné jusque-là, il y a aussi un fonctionnement vraiment économique. C'est-à-dire qu'en gros, les télés doivent payer pour pouvoir... donc on a des droits de diffusion, donc ça veut dire qu'après, évidemment, on va vendre, entre guillemets, un peu l'événement parce qu'on est impliqué dedans. Donc ça, c'est un fonctionnement un peu différent. Par contre, dans la presse écrite, on voit bien que, et ce que montre ici l'analyse de cette médiatisation, c'est qu'on va trouver beaucoup plus, finalement, d'hommes que de femmes, alors qu'on a bien des hommes et des femmes qui sont dans un même lieu, etc. Donc la concurrence avec d'autres événements, par exemple, ne peut pas expliquer ces différences. Et l'hypothèse qu'on pouvait faire, et ça a été mentionné au départ, c'est de dire est-ce que si elles font des résultats, en fait, ça suffit ? Et en fait, ça, c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il ne suffit pas du tout pour les femmes de faire des résultats pour être médiatisées. Et là aussi, ce serait un mauvais fonctionnement, parce que l'idée, ce serait de se dire peut-être parce qu'elles ne gagnent pas, elles n'atteignent pas les colonnes médiatiques. En fait, pas du tout. Et donc, on a essayé de regarder, en fait, est-ce que proportionnellement, le nombre de médailles qu'elles ont, le fait d'arriver en finale ou pas, le fait de... Donc voilà, tout ça, on a essayé de le croiser. Et en fait, ça n'explique pas. Et c'est pas spécifique à ce secteur. C'est-à-dire, en gros, il suffit pas qu'il y ait des femmes pour que les femmes, en tout cas dans un secteur, pour qu'elles soient médiatisées. Et c'est vrai sur plein d'autres métiers. Par exemple, parmi les médecins, les avocats. Là, pendant le Covid, par exemple, il y a eu une enquête de l'INA qui a montré très facilement qu'il y avait beaucoup plus d'hommes médecins. Et par contre, les infirmières, c'était toujours des femmes qui étaient montrées. Mais pour revenir à la retransmission télé des Jeux Olympiques, vous dites que pour le 400 mètres, par exemple, pour le 800 mètres, sont des compétitions qui se déroulent au même moment pour les hommes et pour les femmes, enfin à tour de rôle. C'est-à-dire que c'est le tour du 400, il y a les hommes qui s'élancent par exemple, et ensuite les femmes. Donc on va filmer les hommes, et parfois on va suivre plutôt un homme qui va faire un lancer de poids ou un lancer de disque, plutôt que les femmes qui vont courir des séries du 400 mètres. Bah là, en fait, après, ça va vraiment beaucoup dépendre des sports, parce que, en fait, il y a beaucoup de sports qui se déroulent en même temps, donc il faut faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout montrer, même si on a les droits. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que là aussi, on va essayer de faire un choix par rapport aux demandes qu'on anticipe du public. Et donc, nous, par exemple, dans les rédactions, ce qu'on a pu voir, c'est des journalistes qui vont dire, donc, comment ça se passe ? C'est dans un cas régie, donc en fait, les personnes qui sont là ne sont pas dans le stade, donc ne voient pas l'ambiance du stade, ce qui est aussi assez particulier. Et par contre, ils ont le flux qui revient de toutes les caméras qui elles sont présentes. Et donc en fait, à un moment, il faut dire tiens, on va aller sur telle compétition, tiens, là en même temps il y a ça, en même temps que ça, on va faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire en gros se dire, par exemple là très clairement, quand on y était, le lancer de marteau, on se dit bon, en France ça intéresse pas, donc il y a la référence culturelle, on l'a mentionné au départ, entre par exemple le foot, etc. Donc le lancer de marteau, si on se dit en France ça va pas trouver, on va dire preneur, on va pas valoriser ça. Donc deuxième élément, c'est la nationalité, parce qu'on sait qu'en fait on médiatise encore beaucoup les athlètes de notre propre pays, ce qui n'est pas le cas là non plus de tous les autres pays. Enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi des différences. Donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est que pour que les femmes passent à l'antenne, il faut que effectivement elles soit plutôt qualifié ou en finale, c'est-à-dire en gros plus on monte en termes de niveau et plus on a de chances d'être médiatisé, à condition que ce soit dans un sport qui est intéressant et à condition que ce soit par exemple une athlète qui soit suivie. C'est-à-dire en gros quelqu'un qui est complètement nouveau, on n'a pas ce que vous disiez tout à l'heure, la petite histoire ou le côté où il faut que ça réponde en fait aussi à une image qu'on va se faire, une image qui dépend des types de sports. Parce que par exemple la boxe, là aussi, on a une image. De boxe après, incroyable. Et donc, c'est pour ça que en fait, ça joue beaucoup. C'est aussi le type de sport, enfin les références culturelles, en fait. Patrick Chevalier, le sport féminin a profité d'un phénomène économique qui concerne les droits, effectivement, les droits télé pour les chaînes locales. Il y a des chaînes régionales, en fait, des petites chaînes locales, des télévisions de proximité, comme on dit, qui n'ont pas les moyens de se payer les grands événements, y compris quand c'est sur leur territoire. Donc, elles ont acheté les droits du sport féminin. Et c'est comme ça que le sport féminin en région a réussi à exister médiatiquement. Oui, exactement. C'est comme ça, par exemple, par rapport au film. Le premier diffuseur que j'ai trouvé, c'est un diffuseur régional, il s'appelle Via Occitanie.
qui a accepté de diffuser. Parce que les chaînes régionales et les chaînes locales ont la possibilité de le faire. Ce que les chaînes, je dirais, traditionnelles ou nationales ne font pas. Donc aujourd'hui, je dirais en termes de diffusion de documentaires, je ne parle pas des événements, mais en termes de diffusion de documentaires, que ce soit sur ça ou ce matin quand on parlait du film sur Marinette, les grandes chaînes ne les acceptent pas. Ils ne prennent que les événements. Donc aujourd'hui, tous ceux qui concernent les documentaires, je crois qu'il faut se diriger plutôt vers des chaînes, les web TV, YouTube, le digital, pour réellement montrer à travers des documentaires, des sports qui ne sont pas médiatisés et mettre en valeur des sports, le sport féminin, certaines catégories, mettre en valeur aussi la mixité, ce qu'on est en train de faire avec un autre film, parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi de parler de la mixité. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ces chaînes locales, du coup, elles sauvent un peu les archives du sport féminin. Parce que les chaînes nationales, quand elles ont besoin d'équilibrer éditorialement et de mettre un peu de sport féminin, elles vont acheter à ces chaînes locales les images. Absolument. Ouais. C'est dingue. Voilà. Enfin, en même temps, c'est bien pour elles. De temps en temps, je fais référence au film qu'on a fait sur la médiatisation avec la réalisatrice Marie. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'au départ, il n'y avait aucun diffuseur à part via Occitanie. Le film est sorti, on a vu des diffuseurs arriver, dont Eurosport, qui à l'origine n'était pas. Mais n'empêche, ils viennent, mais ils disent, on vous le diffuse, mais je vous préviens, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vous payer des droits. Ça, c'est quelque chose qui est un peu paradoxal. Bon, n'empêche que ce film, moi je fais juste une parenthèse, demain il sera présenté, ça va être la 81e présentation du film. Il a été présenté un peu partout, même à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui veut dire aujourd'hui, quelque part, la médiatisation intéresse. Ouais. Les gens, ils vont peut-être par curiosité, mais ça intéresse. Ouais, ouais. Marine Romza, on est gêné, la société est gênée par cette volonté du sport féminin d'exister médiatiquement. Alors, pas toute la société, heureusement, je vous rassure. Mais oui, il y a une certaine partie de résistance qui s'explique par ce qu'on appelle des socialisations différenciées. C'est-à-dire que depuis tout petit, on forme des petits garçons à être vers l'extérieur, à faire du sport, à performer, et on forme des petites filles à être vers l'intérieur, à être fragiles et à être plutôt renfermées. Et ensuite, ça continue, et on a des conséquences de différences de pratiques, où on va avoir des pratiques très différentes, où on va avoir des femmes qui vont quand même avoir de la pratique, mais qui vont être beaucoup plus en intérieur, qui vont être incitées à faire des sports beaucoup plus doux, et des garçons qui vont être incités à faire des sports beaucoup plus dans la musculation, dans des sports violents. Et à partir du moment où vous avez des personnes qui vont dépasser cette ligne vraiment fragmentée, où la société est divisée en deux, et d'ailleurs ça va bien plus loin que le sport, où l'assignation des tâches, elle va bien plus loin en termes de rôle, et bien effectivement on va avoir des résistances, et on va avoir des précarés de personnes qui vont refuser l'intégration des femmes dans certains milieux sportifs, que ce soit des terrains de sport, que ce soit des dirigeantes et des associations, ou des rédactions sportives, parce que certaines personnes ont intérêt à garder cet espace non mixte entre hommes. On a l'impression qu'on est dans le faux semblant, en fait. Quand on vous écoute, quand on prépare un entretien comme ça, on se dit mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Et à côté de ça, depuis quelques années maintenant, même 2 décennies, le ministre des Sports est une ministre, c'est une femme. Donc on se dit que ça devrait bouger, ou on se dit que voilà, le symbole il est là, tout va bien, quoi. On a l'impression que c'est un faire-valoir, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un président, il se dit « Oh là là, les sports, on va mettre une femme, au moins on est tranquille sur la féminisation du sport. » Faut se poser la question de savoir quel est le rang du ministre des Sports dans l'échelon gouvernemental, et je pense qu'on aura la réponse. Non, mais restons sur le ministère des Sports. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, pour la représentation féminine dans les médias du sport, d'avoir une ministre des Sports? Parce qu'il y a quand même une vraie volonté, de Lauriane. Oui, ça aide forcément que ça soit une femme, parce que voilà,
En plus, bon, elle était dans le tennis, donc voilà, elle connaît le sport, c'est pas non plus n'importe qui. Avant, c'était la natation, avant, il y avait escrime, voilà. Elles connaissent. Aussi. Oui, donc elles connaissent le sport. Après, dans le sport, il y a aussi des priorités. Est-ce que la médiatisation fait partie des priorités ? C'est ça, après, la hiérarchie des axes de travail du ministère. Ils y travaillent, mais effectivement, il y a tellement de travail autour du sport féminin que peut-être que la médiatisation n'est pas dans le top 3, voire dans le top 5. Patrick Chevalier. Ouais, moi, je dirais que la première vraie référence comme femme ministre des Sports, c'est Marie-Georges Buffet. C'est ça, oui. Parce que Marie-Georges Buffet a quand même travaillé, dès qu'elle est arrivée au ministère, travaillé sur les plans de féminisation. Aujourd'hui, on est encore dessus, mais c'est quand même elle qui a appuyé sur le bouton. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont avancé. Mais un sport social. J'ai tendance toujours à dire qu'on avance à la vitesse d'une machine à vapeur. Il serait temps de passer au TGV. Ouais. La chaîne L'Équipe TV, enfin la chaîne L'Équipe maintenant on dit, a-t-elle fait changer les choses ? Est-ce que ça a changé à partir du moment où il y a eu cette chaîne-là, qui elle aussi, un peu comme les chaînes locales, n'a pas eu des moyens considérables, elle les a toujours pas d'ailleurs, pour s'acheter des grands événements. Donc on découvre des sports qu'on ne voit pas ailleurs avec des hommes, mais aussi on découvre du sport féminin. Ce matin même, j'ai regardé L'Équipe TV, enfin la chaîne L'Équipe, et j'ai vu qu'il y avait une compétition de pétanque en doublette mixte. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose pour le sport féminin, Lauriane ? Alors le sport féminin, je pense pour pas. Pour l'exposition du sport féminin, un peu, ça aide toujours un peu. On va pas, c'est toujours mieux que rien. Après, par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est vrai qu'ils montrent des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Ils ont montré le championnat du monde d'Ultimate, qui est un sport mixte, et je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'on puisse l'exposer. Le curling aussi, qui est mixte. Parfois. Oui, ils montrent des sports qui n'ont pas forcément de visibilité, des sports aussi qui ne sont pas olympiques, donc. C'est toujours bien d'exposer un nombre de sports qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir. Et pour le grand public, je trouve que c'est bien sur une chaîne en clair de pouvoir avoir une panel de sports différents. Sur le sport féminin, en plus, c'est vrai que c'est bien pour le biathlon parce qu'ils sont vraiment à fond dessus. Donc c'est toujours ça de gagner. Donc c'est des petites marches. Sandy, c'est une petite marche, ça, L'Équipe, à la télé ? Honnêtement, ça ne change rien sur les chiffres des retransmissions. Après, c'est vraiment une question économique. Et vous êtes sûr que ça ne change rien sur les chiffres des retransmissions ? Ça change rien sur ça change rien sur le fait que le sport, vous avez donné les chiffres de l'Arcom, c'est les mêmes tous les ans depuis. Donc, si on prend le GMMP qui fait ce carottage dans les médias tous les 5 ans, on voit que le sport en fait évolue. Ça a changé de 7%, on est passé à 18 quand même. Peut-être que la chaîne L'Équipe. Non, mais en fait, ces chiffres-là dépendent aussi beaucoup de l'actualité sportive, de tout un tas d'éléments. Et en fait, on en est encore à se poser des questions qui sont toujours les mêmes sur ces chaînes-là. En fait, l'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'on a une volonté qui est une volonté de médiatisation de sport féminin dans des chaînes qui sont des chaînes de grande écoute, par exemple, qui seront... Et ça, c'est une question qui pose aussi la question des diversités des sports. Et là, on a perdu en diversité de sports, tout simplement parce que la structure médiatique fait qu'on va privilégier maintenant en fait des audiences parce qu'on a des droits télé qui sont très chers et qu'il faut les rentabiliser, et donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur des sports, et donc en se concentrant sur des sports on met plus d'argent dans des sports et donc on en enlève à d'autres. Ça répond à une des questions de tout à l'heure, c'est pourquoi ces résistances. Tout simplement parce que s'il y a des clubs féminins, et ça à tous les niveaux, ça veut dire que les clubs masculins, eux, risquent de perdre en fait une partie de leurs moyens, une partie. Et nous, pendant ce temps-là, on est toujours sur des questions de alors si la ministre est une femme, est-ce que parce qu'elle est une femme, et en fait je pense que la question elle n'est plus là, la question elle est vraiment sur une question de on parle beaucoup d'inclusion, il faut maintenant montrer qu'il y a une féminisation, il faut essayer de montrer qu'il y a une évolution, sauf qu'en fait c'est plus compliqué que ça, parce que parfois il y a des alors oui, il y a des efforts qui sont faits, souvent portés par les mêmes personnes, souvent bénévolement, et ça veut dire qu'on peut aussi à un moment, en fait ça fonctionne, on le voit très bien, il y a des clubs locaux qui fonctionnent, et puis à un moment il suffit qu'il n'y ait plus de subventions, il suffit que... et ça fonctionne plus, et ça répond tout ça en fait aussi à la même question sur la sexualisation. La sexualisation, c'est aussi parfois le fait de sponsors qui en fait ont ces attentes-là, et si les politiques publiques ne donnent pas de moyens à ces sportives, elles vont devoir aller chercher elles-mêmes les sponsors, ou on va leur demander d'aller payer pour aller... donc
Les conditions d'entraînement n'étant pas les mêmes, à nouveau, en fait, on revient sur cette question-là. Donc, pour revenir sur l'équipe, en tout cas, mon but n'étant pas d'évaluer si c'est bien ou pas d'avoir ce type de médiatisation, mais en tout cas, on voit bien que sur les chiffres, globalement, en fait, ça change très peu parce qu'on reste quand même sur des statistiques qui sont moins de 20%. Donc, ça veut dire 20-80 quand même. Donc, on a cette thématique-là. Et ce qui est aussi hyper important, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais voir ce type voir des sports à l'antenne, ça permet aussi d'amener des personnes à se dire tiens, je vais aller faire ce type de sport. Aussi, oui. Et donc ça veut dire que là, si on les trouve pas à l'antenne, on risque pas de les trouver chez les licenciés. Si on les a pas chez les licenciés, on va se dire oui, mais elles ont pas le bon niveau. Voilà, ça tourne. Bien. Il y a une histoire dans le documentaire, dans votre film, Patrick Chevalier, incroyable, avec Prisca Vico, qui est une grande championne de boxe, quintuple championne du monde de boxe anglaise, qui raconte qu'elle ne gagne pas d'argent avec son sport et qu'elle est même obligée de payer, de faire des prêts, parce qu'elle n'a pas d'exposition du tout. Ouais, alors il faut savoir déjà qu'au départ, la Fédération française, à l'origine, lui a refusé la licence. Donc elle a été obligée de prendre une licence en Allemagne. Voilà, donc à partir de là, donc elle a boxé en Allemagne. Elle paye elle-même ses entraîneurs. Les kinés. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle gagne sa vie sur ça. Donc les combats qu'elle fait, elle a été 7 ou 9 fois championne du monde. Donc aujourd'hui, elle est connue en Allemagne, elle est connue en Angleterre, elle est connue de l'autre côté de l'Atlantique. Et en France, on est toujours en train de regarder cette championne, mais c'est le cas d'autres boxeuses. On en connaît ici sur le territoire français qui ont été plusieurs fois championnes du monde et puis qui en sont toujours au même point. Voilà, donc bon, on parle de la boxe, mais ça peut être le cas dans d'autres sports aussi. Moi, j'ai pu constater, et ça m'avait énormément choqué, lors des Jeux de Rio, certaines sportives avaient fait appel à la FAN, donc ils avaient fait une cagnotte pour pouvoir payer leur déplacement, pour pouvoir aller aux Jeux, défendre les couleurs de la France. Moi, je dis c'est honteux. Et Prisca qui dit il faut être championne olympique pour avoir une exposition. Absolument. Et souvent, elle ne dure pas d'ailleurs, cette exposition. Et encore, ça reste, c'est éphémère. Estelle, qui est passée professionnelle, elle a perdu un peu. Oui. Sarah Ouamoun, qui a été vice-championne olympique, bon, elle a réussi à rebondir parce qu'elle a été à un moment vice-présidente au CNSF, maintenant elle est vice-présidente de la Fédération française de boxe. Bon, mais encore une fois, c'est minime, c'est minime. Et en plus, championne olympique ou quoi que ce soit, ça fait de la médiatisation pendant 2 ans ou 3 ans grand maximum. Et encore, oui. Voilà. Oui. Bien, on va vous laisser la place parce qu'on est un tout petit peu en retard. On va vous laisser poser des questions si vous le souhaitez. Je peux me déplacer avec le micro, sauf s'il y a un micro dans la salle. Il y a un micro dans la salle ? Quel luxe. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités ? Non ? Est-ce que vous avez une question à poser au public ? Non ? Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, quel est votre prénom ? Bonsoir, allô, si on m'entend ? On ne vous entend pas. Non. Ça y est. Si. Mario, alors ma question c'était de savoir, de l'autre côté en fait, de la télévision, quel est le pourcentage en fait de femmes qui regardent le sport à la télévision ? Ou est-ce qu'on sait quel est le pourcentage aussi de femmes qui achètent des journaux sportifs ? Parce que... Alors, oui, c'est une très bonne question. Voilà. Les sportives, par exemple, puisque c'est un journal uniquement consacré au sport féminin, est-il acheté exclusivement ou majoritairement par des femmes ? Eh bien, malheureusement, non. Il y a beaucoup plus d'hommes. Heureusement. Enfin, malheureusement, malheureusement, ça serait bien aussi que les femmes... alors pour la télévision, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ce qui concerne les sportives, il y a plus d'hommes abonnés, donc c'est très bien. Ouais. Mais en fait, ça serait bien que les femmes aussi s'approprient le sport. Je rebondis un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, comme on ne voit pas de femmes sportives à la télé, ou très peu, il n'y a pas de rôle modèle. Donc les femmes ne regardent pas forcément le sport, à part
une sportive voilà, qui aime le sport, qui veut... Et encore, des fois, on regarde que son sport. Mais les hommes sont plus ouverts à tous les sports. Mais il n'y a pas de rôle modèle. Nous, en tout cas, on a plus d'hommes abonnés. Puis il y a toujours ce jeu dans la société avec les hommes qui veulent voir le foot et puis la copine qui ne veut pas. Ça, on entretient ça à tire-larigot, sur les réseaux sociaux, dans des films. On ne s'en sort pas. Sandy, Marine, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur à propos des téléspectatrices, par exemple? Après, c'est impossible de répondre parce que ça dépend des sports, des chaînes, et donc on n'a pas les chiffres globalement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'en grosse majorité, il s'agit d'hommes. Et c'est vrai aussi pour l'équipe, par exemple, qui est élue. Voilà, là aussi, bon, les chiffres évoluent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu quelques travaux de recherche sur le public, qui est difficile à saisir toujours. Mais dans ces travaux de recherche déjà anciens, il a été montré, par exemple, que plusieurs femmes qui s'intéressaient au sport disaient ne pas le lire simplement parce qu'elles y trouvaient jamais de représentation mixte. Et c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que et là aussi, je pense que c'est assez intéressant, c'est que les chaînes ou certains types de médias vont développer un peu le sport féminin en se disant on va trouver une audience féminine. Ce qui voudrait dire que les hommes s'intéresseraient au sport pratiqué par des hommes et les femmes pratiquées au sport par des femmes. Et là, on voit que ça pose aussi des questions parce que, ne serait-ce que pour les femmes journalistes, parce qu'il faut aussi le ramener à ça, on a 15% de femmes journalistes, mais c'est un secteur qui est très concurrentiel. Et c'est un secteur dans lequel, là aussi, plusieurs recherches montrent que quand elles n'ont pas atteint un seuil au minimum 30%, en fait, elles peuvent assez peu changer les choses. C'est-à-dire qu'elles sont peu nombreuses dans le monde du sport, hein, de femmes journalistes de sport. Et donc ça veut dire qu'en gros, dans le public, elles sont assez peu nombreuses. Et quand on va aller recruter des femmes, on va leur demander de s'intéresser aux femmes pour viser. Donc là, on est vraiment sur du marketing. Et on voit les limites qu'il peut y avoir à ça. Et là, il y a eu là aussi, en tout cas pour nous, chercheurs, ça fait vraiment comme un laboratoire. C'est que l'équipe avait lancé, il y a quelques années de ça, longtemps maintenant, l'équipe féminine. Et donc l'idée de l'équipe féminine, c'était merveilleux, c'était de dire on va prendre le côté sport de l'équipe et c'est un partenariat qui s'est fait avec Elle, donc le magazine féminin, en se disant on va avoir parce que il y a ce type de presse dans d'autres pays. On s'est dit en tout cas ils se sont dit ça pourrait fonctionner. Et ce qui était assez intéressant, c'était que finalement le chemin de fer, la façon d'organiser le magazine avait été prévu par Elle. Et donc avec des rubriques féminines, donc coiffure, mode, beauté. Et par contre, le contenu était réalisé par des journalistes, donc des journalistes de l'équipe. Et donc ça veut dire qui expliquait dans les entretiens que j'ai pu faire pour ma thèse, par exemple, il fallait rentrer du contenu dans des rubriques qui elles-mêmes amenaient forcément à avoir un prisme féminin, et ça n'a pas pu trouver son public pour plusieurs raisons, justement sur ces questions marketing. Donc, et aussi parce qu'un lancement de médias, il faut mettre des moyens. Là, ça se faisait, on va dire, à moyen constant. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce public-là, puisqu'on le voit très bien qu'il y a quand même cette audience qui peut être trouvée, y compris quand il y a des grands événements. Bien. Ça répond à votre question, monsieur? Marine, vous voulez rajouter? Non oui, je peux rajouter une approche un peu terrain, du coup, pour un petit peu compléter. Ça fait vraiment écho à la notion de stéréotype, sur le fait que, notamment, les femmes ne vont pas regarder du sport, ne vont pas aller dans les bars faire du sport, et où, en fait, ça se construit. Et où les femmes ne vont pas se projeter dans le fait d'aller dans un bar avec leurs amis faire du sport. Mais pour avoir été dans des équipes de foot et en étant vraiment du coup un peu fan de foot, on se rend compte qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, qu'on l'a fait deux fois, qu'on y allait avec ses amis, en fait on y prend goût. Et des femmes qui ne se seraient jamais vues regarder un match de foot et aller dans un bar avec leurs amis, finalement prennent l'habitude, reviennent, ils prennent plaisir. Et après ça pose aussi la question de est-ce que les lieux où ça se passe sont des lieux safe entre guillemets, parce que à partir du moment où c'est des lieux qui sont majoritairement composés d'hommes à plus de 80-90%, c'est des lieux qui peuvent être en fait entre guillemets dangereux pour les femmes, où on peut avoir des hommes qui vont être alcoolisés, où on peut avoir des risques d'être drogués, où en fait la barrière pour les femmes peut être aussi extrêmement importante. Donc il y a des stratégies. C'est 100% dans les bars. Ouais, mais qui du coup est propice aux agressions sexuelles. C'est sûr, oui. Au fait d'être. Ça induit la possibilité de ça. Exactement. Donc ça veut dire des stratégies, de trouver des endroits, d'y aller en groupe, nombreuses pour se protéger. Et donc on est sur la notion de stéréotypes et de construction d'expériences positives qui doivent se faire parce qu'on n'est pas été socialisé, encore une fois, je reviens beaucoup là-dessus, à ça en tant que femme. C'est votre spécialité, c'est normal. Patrick, un petit dernier mot. Vous réfléchissez à une dernière question. Je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important.
par rapport au public. Quand on est sur un match de foot au féminin, il y a le public, la famille y va. Oui. Donc on voit les enfants avec... je participe et je vois régulièrement sur ma commune, sur ma ville à Toulouse, du basket ou du handball au féminin. Eh bien, là, il y a un public. Et j'ai pu remarquer la dernière fois le match de Tembe contre Bourges, d'ailleurs, 50-50. Il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes à venir voir le match du Tembe. Donc ça veut dire que le public, les femmes ne vont pas voir le Paris Saint-Germain contre Marseille, parce que là c'est sûr que ça peut être dangereux. Ouais. Mais par contre... Même pour les hommes c'est dangereux, hein, le Parc des Princes. Moi-même j'y vais pas. Ouais, c'est ça, pareil. Bon, avez-vous une dernière question ? Non ? Je suis obligé de désigner quelqu'un d'office alors ? Non ? Bon. Alors, sachez qu'il y a une autre conférence derrière, une autre rencontre, être femme et sportive. C'est juste après nous. Il va y avoir une petite pause, un petit changement de plateau et vous pouvez rester bien sûr avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. Merci à vous. Vous avez été parfaits et parfaites. Bonne soirée à Orléans et à très bientôt. Merci à vous.